Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Présenter son bilan de 3 ans d'exercice, revoir les tests, les améliorer et l'insertion des nouveaux membres dans la liste de l'ONG AFIS Niger est le motif de cette assemblée générale organisée par l'ONG AFIS Niger. AFIS a pour objectif général l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Dans son programme d'action, AFIS a pour mission la lutte contre l'exode rural à travers des objectifs spécifiques, entre autres l'insertion professionnelle des jeunes, assurer des bonnes conditions de vie des jeunes candidats à l'exode rural. L'Assemblée générale qui se déroule aujourd'hui, le 25 novembre 2022, c'est la première Assemblée générale depuis la création de notre ONG. Donc, au cours de cette Assemblée générale, nous avons eu à modifier les statuts de notre structure pour avoir plus d'ouverture et aussi l'adhésion donc de nouveaux membres. AFIS Niger a pour credo la lutte contre l'exode rural. Donc notre objectif général, c'est l'amélioration des conditions de vie des jeunes ruraux. Dans nos objectifs spécifiques, nous avons l'amélioration de leurs conditions, leur formation, leur insertion sociale et aussi la défense du genre et la scolarisation aussi des mineurs. Mais les cibles, on va dire, c'est surtout les jeunes déscolarisés, les jeunes démunis ou très souvent les jeunes issus de l'exode rural massif. Les projets d'avenir, c'est que nous espérons vraiment l'appui de l'État, l'appui des institutions pour pouvoir en premier lieu venir en aide justement à ces jeunes en les formant. Donc notre objectif principal aujourd'hui, c'est la création d'un centre de formation ou même de plusieurs centres de formation pour qu'ils aient un métier, pour pouvoir les autonomiser et comme ça leur insertion sera plus facile. Espérons que l'État du Niger et les organisations internationales œuvrant dans le développement et l'exode rural garantissent les moyens nécessaires pour la réalisation des projets d'AFIS en faveur des jeunes ruraux. Retour aux valeurs islamiques, source du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est le thème retenu pour cette cérémonie de remise d'attestation de mérite pour ces élèves de l'école Makaranta Nourul Quran. Une occasion pour les organisateurs de se prononcer. Nourul Quran, c'est un complément de l'éducation des enfants dans notre pays. J'allais dire c'est une Makaranta qui est spécialisée dans la prise en charge des enfants scolarisés pour leur inculquer la culture islamique et au-delà pour les aider à mémoriser le Coran dans différentes versions de récitation. Donc Nourul Quran, en quelque sorte, c'est un autre outil que, masha'Allah, des oulémas, ou j'allais dire des enseignants en matière d'éducation islamique, ont bien voulu mettre en place pour accompagner les parents à mieux éduquer les enfants dans notre société. On a eu déjà un premier événement qui a consisté à donner 22 attestations à 22 élèves. Je précise la particularité de ces élèves est que c'est des élèves scolarisés, déjà du niveau primaire jusqu'à l'université et tous excellents dans ce qu'ils font à l'école. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour donner aussi 34, je pense, attestations à 34 excellents élèves pour les remercier et les féliciter de ce qu'ils sont en train de faire comme effort en tant qu'enfants. Parce qu'en réalité, c'est un exemple. C'est le véritable, l'authentique modèle que nous voudrons montrer de notre jeunesse et de nos enfants en matière d'éducation dans notre pays. À cette occasion, Khadija Miko, élève de cette Makaranta sous la tutelle des femmes, a profité pour lancer un message spécial aux autorités en charge du pays. Chers décideurs, aujourd'hui je suis devant vous pour vous faire entendre la voix de ma génération. À l'école, nous sommes instruits et tout le dispositif y est pour de très bonnes formations. Une partie de l'éducation nous est enseignée et nous apprenons beaucoup en matière de vie en société.
Mais mon cri de cœur de ce jour est le suivant. Comment vous faire comprendre que je me sens en insécurité totale? Quand on est enfant, on n'apprend pas que du bien. Comment vous dire que j'ai besoin d'être protégé des fléaux qui gangrènent notre société? L'abandon de l'école par certains de nos camarades à bas âge, l'admission des stupéfiants dans les écoles, des actes impudiques entre élèves, des violences en milieu scolaire, la baisse des niveaux généralisés, la dépravation complète de nos mœurs. À la maison, personne ne respecte personne et la vie est très difficile. Et parfois, je m'évade dans mes profondes réflexions pour fuir la réalité. Je rêve que les adultes qui nous entourent se rendent à l'évidence que pour parler de l'éducation, on a besoin de plus que ce qu'on nous offre aujourd'hui. On a besoin de conditions beaucoup plus assainies. On a besoin d'équilibre. Et l'équilibre, c'est quand après mes cours d'éducation formelle, j'apprends la morale et que dans l'informel, je retrouve des exemples de cette morale dans la sira et les hadiths. L'équilibre, c'est quand à l'école, nous avons un cours d'instruction civique sur l'amour de la patrie. Et pour essayer de le comprendre, je faisais référence à mon cours de tawhid de la Makaranta qui m'a appris l'amour, le vrai, la sincérité, la crainte de désobéir, la fidélité, l'abnégation, la dévotion. Enfin, l'équilibre, c'est quand à l'école on nous parle des modèles des héros de l'histoire contemporaine et qu'à la Makaranta, la Sira nous donne des exemples encore plus convaincants des prophètes et leurs compagnons, plus proches de notre réalité, encore plus inspirant. Mon cri de cœur, enfin, est juste en ces quelques mots. Chers parents, malgré qu'on soit enfants, nous sommes conscients d'être les grands de demain. Le futur sera certainement plus compliqué. Aidez-nous à être des élites de l'héritage que vous nous léguez. Aidez-nous à construire un futur sans violence, sans haine, un futur d'intellectuels et de patriotes, un futur de croyants où chacun aura sa place et où nous ferons à notre tour place à nos arrières pour maintenir le pouvoir de l'éducation, la vraie. Pour rappel, l'éducation religieuse joue un rôle spécifique car elle permet d'acquérir des valeurs spirituelles et morales afin de parvenir à la connaissance du Tout-Puissant. C'est pour cela, tout comme les parents, les autorités doivent doubler davantage des efforts à investir dans l'éducation coranique. Ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, 17e édition au Niger, et sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZILECAF, a vu la présence de plusieurs chefs d'État africains, les ministres et plusieurs corps diplomatiques. Un sommet qui s'articule entre l'industrialisation et les économies nationales qui aideront les pays africains à atteindre les taux de croissance élevés et à diversifier leur économie afin de renforcer les bases industrielles. Le regard rétrospectif que nous nous apprêtons à jeter sur le processus de l'industrialisation de notre continent devrait donc se nourrir d'une part de l'interrogation sur le passé, sur l'identification des facteurs qui ont plombé l'Afrique dans sa marche vers l'industrialisation et d'autre part sur les tendances lourdes, les ruptures et les germes de changements qui sont en train de façonner l'avenir de l'économie mondiale. Je retiens que l'industrialisation, la diversification économique, la zone de libre-échange continentale sont déterminants assurément. Il reste cependant solidement établi que les immenses difficultés à planir, tant au niveau des infrastructures de base qu'au niveau juridique et technique, ne seront jamais surmontées sans une forte volonté politique. Cette condition n'a qu'un seul nom, notre unité et la force de notre détermination transformatrice. À l'Afrique de s'armer de cette volonté. Le jour où
Le fait industrialisation et la ZLECAf seront devenus ces deux bâtisseurs de l'Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée, prospère et en paix. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal a transmis le message de son Excellence Macky Sall, président exécutif de la Commission de l'Union africaine, à cette occasion. Avec le triple impact du réchauffement climatique, de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, nous mesurons en effet tous les jours combien nos pays restent vulnérables aux aléas de la nature ainsi qu'aux chocs exogènes. C'est donc dire que si les questions de paix et de sécurité s'imposent à nous, il nous faut également et de façon volontariste consacrer plus de temps aux priorités économiques de l'agenda 2063 si nous voulons accélérer le processus de développement et d'intégration de notre continent. En effet, 30 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants, 60% des terres arables non exploitées du monde, 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite, sans compter ces importantes ressources hydriques, gazières et pétrolières. À 3 ans de la fin de la 3e décennie du développement industriel de l'Afrique, il nous faut donc davantage travailler pour rompre le cercle vicieux de l'échange inégal qui fait de l'Afrique un réservoir de matières premières exploitées à bas coût et dont une grande partie, nous est ensuite revendue à des prix exorbitants. L'industrialisation et la transformation structurelle de nos économies restent également tributaires de la gouvernance mondiale. Certes, nous avons la responsabilité de prendre les bonnes décisions au plan interne et au plan intra-africain. Mais nos efforts de développement seront vains tant que le système économique et financier international va continuer de maintenir nos pays dans un corset de règles et de pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique au moment où nous avons le plus grand besoin de financement et à des conditions soutenables. Espérons que ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et sur la zone de libre-échange continental africain ZLECAf va permettre aux chefs d'État de relever les défis, notamment dans le domaine de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes africaines. L'industrialisation de l'Afrique passe par la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui, elle, repose sur l'industrialisation. Ce qui est bon pour l'une est bon pour l'autre, et réciproquement, ce qui est mauvais pour l'une est mauvais pour l'autre. La promotion des deux doit tenir compte de cette dépendance positive afin d'obtenir un développement économique assuré. Permettez-moi à ce stade de mon propos de rendre hommage au président Issoufou Mahamadou après le président Moussa Faki Mahamat pour son engagement qui a largement contribué à faire de la ZLECAf une réalité. Nous attendons vivement la présentation de ce rapport qui ne manquera pas certainement d'alimenter nos débats. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour atteindre nos nobles et ambitieux objectifs d'une Afrique prospère, dynamique, inclusive et durable, il nous faut bien définir et faire preuve de pédagogie afin de mobiliser les Africains autour d'un projet clair et partagé. Sachant d'où nous partons, notre situation actuelle, il convient de préciser de quelle industrialisation il s'agit. En effet,
Il n'y a pas si longtemps, la juxtaposition de ces deux mots, Afrique et industrialisation, pouvait paraître quelque peu incongrue. Aujourd'hui, l'interrogation qu'elle suscite est surtout celle des voies et des moyens, mais pas la question elle-même. Cela en soi est la preuve que nous prenons la bonne voie. Un proverbe nigérien dit qu'on ne peut pas arrêter un fleuve. Ce fleuve, c'est la somme des énergies conjuguées de nombreux Africains qui sont déterminés à améliorer leur situation. Celle des jeunes en formation, des entrepreneurs dans toute leur diversité, des décideurs qui ont à cœur le bien-être de leurs concitoyens et qui forment la masse critique dont le continent avait toujours eu besoin. Cette masse critique, elle est déjà là. Elle est en train de se révéler. On en perçoit le frémissement au travers de nombreuses initiatives que nous voyons un peu partout. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'optimisme n'empêche toutefois pas le réalisme. Pour nous donner toutes les chances de réussir, nous devons nous dire la vérité. S'agissant de l'état actuel de l'industrialisation en Afrique, le constat est frappant. Hormis quelques exceptions, l'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Ce constat au niveau continental reste valable au niveau de chacun de nos États pris individuellement. Deux chiffres témoignent avec éloquence de cet état de fait. La part de l'Afrique dans le commerce mondial ne vaut pas 4%. Le commerce entre pays africains représente 17% de leur commerce global. Et c'est le faible niveau d'industrialisation de nos différents pays qui explique cet état de fait déprimant que rendent les statistiques que je viens de citer. Notre continent est riche en matières premières variées et riche d'une jeune population majoritairement rurale projetée à plus de 2 milliards de personnes à l'horizon 2063, dont la moitié aura dans les 25 ans à peu près. Ce constat serait trop simpliste. Si le monde qui est en train de connaître une révolution digitale n'était pas à la croisée de nombreuses crises géopolitiques, climatiques, énergétiques, industrielles, financières et économiques. Voilà donc le véritable défi pour nous. Appréhender la situation mondiale actuelle sans filtres idéologiques, sans dogme, pour agir en conséquence. Ce sommet des femmes transformatrices africaines, ouvert depuis le 20 novembre 2022, a vu la présence de plusieurs femmes transformatrices venues des différents pays africains dans le but d'exposer les potentielles richesses que dispose l'Afrique en termes de productivité. Une initiative qui permet de nourrir les Africains en rendant notamment les produits disponibles en quantité et en qualité et promouvoir l'autonomisation de la femme africaine. Ce sommet se clôt avec la visite des premières dames d'Afrique, en tête à la première dame du Niger, Hajia Hadiza Bazoum. Je suis certaine d'une chose, c'est qu'il y a eu un marché qui a permis à beaucoup de femmes de découler leurs produits, de prendre des contacts, d'échanger entre femmes africaines. En fait, notre enjeu, c'est ça. C'est vraiment pour le partage d'expérience, pour se découvrir d'abord. Et parce que dans le cadre de la ZLECAf, on parle de vendre à d'autres pays. Mais tu ne peux pas vendre des produits qu'on ne connaît pas. Tu es obligé de te positionner, soit physiquement, soit virtuellement. Et aujourd'hui, il y a eu non seulement les relations physiques, mais elles ont été renforcées. Et pour la connaissance virtuelle, ça veut dire que si elles utilisent les outils des nouvelles technologies, elles garderont toujours les contacts.
Et je pense que les rencontres fructueuses qui sont nouées à partir de Niamey vont devenir désormais les bases d'une vraie maturité commerciale pour nos femmes. Je suis très fière d'abord du déplacement de beaucoup de personnes vers Niamey. Les femmes ont fait des efforts, toutes les femmes de l'Afrique. Il y a eu 23 pays d'Afrique qui sont venus, soit pour exposer, soit pour participer à l'élaboration du concept même de la femme africaine transformatrice, du concept même de notre vision, la vision de la femme africaine transformatrice, la définition de l'industrie que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour juste devenir des industriels à partir des papiers. On veut être des industriels à partir des faits concrets et en conjuguant nos efforts à la base. Et je pense que c'est désormais chose faite après les 3 jours d'assises que nous avons eu ici. Vraiment, nous, 23 pays réunis, on s'est très bien compris. On vient de mettre en place un comité ad hoc que j'ai l'honneur de présider pour essayer de travailler sur l'étendue de l'Afrique et mettre en place désormais le réseau des femmes africaines transformatrices. Et donc, je suis très fière d'abord pour mon pays, d'avoir abrité ce premier sommet. Je suis fière et je remercie très sincèrement le président de la République parce que sans lui, on ne pourra pas faire ça. L'Afrique est un continent riche en ressources agricoles, ce qui contribue au développement pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour l'hebdomadaire satirique nigérien d'information en général, le Hérisson, dans son numéro 336 du 24 novembre 2002, écrit en grand titre Niamey, la capitale du Niger sous les feux de l'actualité africaine. Le président Bazoum accueille le double sommet sur la ZLECAf et l'industrialisation de l'Afrique. Le Hérisson développe plus loin. Ce vendredi 25 novembre dans l'après-midi s'ouvre à Niamey un sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ce sommet sera précédé d'un autre, cette fois-ci dans la matinée, le même jour, avec comme ordre du jour l'industrialisation et la diversification économique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y participent, ainsi que d'autres décideurs africains et partenaires du continent. Au menu de ce sommet sur la ZLECAf, l'adaptation de plusieurs textes se rapportant à la deuxième phase. Selon Al-Hada Al-Kash, ministre du Commerce du Niger, cité par le site marocain d'information économique Média 24, les textes à soumettre à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement portent sur les investissements, la propriété intellectuelle, la politique de la concurrence, les commerces par les femmes et les jeunes, ainsi que le commerce numérique. Les textes de la première phase consacrés au commerce des marchandises et au règlement des différends ayant déjà précédemment fait l'objet d'un examen seront certainement révisés. Le projet ZLECAf étant à ses débuts. La ZLECAf à Niamey, c'est comme le cercle de l'eau dans la nature. L'eau qui va à la mer revient à la mer. C'est dans la capitale nigérienne qu'avait été lancée la phase opérationnelle de la ZLECAf en juillet 2019 lors du sommet de l'Union africaine qui a réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sous l'impulsion du président Issoufou Mahamadou, alors aux commandes de son pays. Désigné par ses pairs pour piloter le projet de la ZLECAf, Issoufou Mahamadou ne quittera plus ce projet. Résolument engagé qu'il est à conduire ce projet phare du développement de l'Afrique à son terme, convaincu par son travail, les sommités du continent de lui renouveler leur confiance après son mandat à la tête du pays. L'ancien président nigérien, champion de la ZLECAf, ne ménage alors ni son temps ni son énergie à sillonner l'Afrique et d'autres parties du monde afin de faire de ce projet phare non pas qu'un rêve mais une réalité. C'est ce fou qui sera la vedette de ce sommet qu'on peut qualifier de Niamey ZLECAf Acte 2. Pas de plus-value de la ZLECAf qui ne passe par l'industrialisation et la diversification économique, d'où le sommet consacré à ces deux termes Niamey. Pour qu'il ait libre-échange inter-africain profitable à l'Afrique, il faut in situ des entreprises à même d'offrir
tous les biens et services en qualité et en quantité et des industries compétitives diversifiées dans des secteurs variés, nous confie un économiste au sortir d'un panel intitulé « L'industrialisation de l'Afrique, des évaluations multisectorielles comme condition de succès » tenu à Niamey le mardi 22 novembre 2022, en prélude de ce double sommet. Et pour la roue de l'histoire, dans son numéro 1133 du 24 novembre 2022, écrit en grand titre « Rencontre de l'Union africaine sur l'industrialisation et la ZLECAf, l'avenir de l'Afrique se joue à Niamey ». La roue de l'histoire développe le dimanche 20 novembre 2022 s'est ouvert à Niamey, la capitale du Niger, la première édition du sommet des femmes transformatrices au palais du 29 juillet de Niamey. C'est la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat de jeunes, Madame Gouza Salamatou Magaji, qui a officiellement lancé le forum en présence des invités venus de 26 pays africains. Côté officiel, l'on notait la présence du secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, SANSAD, ancien premier ministre du Niger, Birji Rafini, des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et plusieurs chefs de délégation responsables des institutions internationales. Organisé par la Fondation Nour de la première dame Hajia Kadiga Bazoum, le sommet des femmes africaines transformatrices vise à booster l'autonomisation de la femme africaine à travers la promotion des petites et moyennes entreprises créées et dirigées par des femmes. En s'adressant à l'assistance, la présidente du comité d'organisation du Forum des femmes africaines transformatrices, Madame Rabiatou Mamadou Arzika, s'est réjouie de la présence massive des invités venus des 26 pays africains pour cette première édition. La tenue d'un tel sommet vise, entre autres, à créer les conditions d'une interaction entre les entreprises du continent à travers un partage d'expériences, a souligné Rabiatou Mamadou Arzika. La roue de l'histoire écrit encore, c'est dans cette logique que la Côte d'Ivoire a été choisie comme invitée d'honneur du sommet. Compte tenu de la place qu'elle occupe en matière d'industrialisation, a martelé la présidente du comité d'organisation. Elle a ensuite remercié l'ensemble des participantes et participants qui ont effectué le déplacement de la capitale nigérienne pour prendre part à cette première édition du sommet des femmes africaines transformatrices. Le sommet des femmes africaines transformatrices qui se tient dans le cadre du sommet sur l'industrialisation de l'Afrique a donné la parole à plusieurs responsables d'institutions internationales de développement. Tour à tour, la secrétaire exécutive du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, Madame Nardos Bekele Thomas, le commissaire de l'Union africaine en charge de l'industrie, Monsieur Albert Mouchanga, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, M. Gérard Multer, le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, CA, M. Antonio Pedro, la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger, Mme Louise Aubin, le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Badea, Dr Sidi Oulgouta, ont pris la parole pour évoquer l'impérieuse nécessité de l'industrialisation de l'Afrique pour que le continent puisse être au rendez-vous de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour ce faire, des secteurs comme l'énergie, l'eau potable, les chaînes de valeur agricole ont besoin de financement pour appuyer la stratégie africaine sur l'industrialisation du continent. Et pour l'hebdomadaire satirique nigérien Le Canard déchaîné, dans son numéro 907 du 24 novembre 2022, est revenu sur l'affaire de Tamou, le silence suspect de la société civile. Le Canard déchaîné a développé plus loin. Le 24 octobre dernier, l'armée de l'air menait une frappe chirurgicale contre un groupe terroriste sur le site aurifère de Tamou. Le bilan dressé par le ministère de la Défense nationale faisait état de 7 morts et une vingtaine de blessés. Sitôt après, des acteurs de la société civile et des activistes des réseaux sociaux proches de l'opposition se sont saisis du dossier pour annoncer des chiffres impressionnants de 150 morts civiles, faisant ainsi croire à un massacre délibéré opéré par l'armée. Pour corroborer leur affirmation contre les FDS, les 10 acteurs de la société civile se sont investis de la mission d'aller sur le terrain afin de recueillir des preuves de leurs allégations. Depuis, le report qu'ils ont promis se fait toujours attendre. Le Canard déchaîné écrit encore, à l'origine, il y a eu d'abord cette attaque contre
une position de la police nationale le 23 octobre dans la même zone. 2 policiers tués et de nombreux autres blessés. L'armée de l'air va alors déployer les moyens en sa disposition, ce qui a permis de localiser le groupe terroriste auteur de l'attaque sur les sites aurifères de Tamou. Une frappe ciblée va alors être opérée, ce qui a abouti à la neutralisation de 7 éléments terroristes. Mais selon certains acteurs de la société civile, l'État cachait un bilan beaucoup plus lourd, constitué essentiellement d'orpailleurs pour étayer leurs accusations abondamment reprises sur les réseaux sociaux. Les 10 acteurs vont entreprendre une mission sur le terrain afin de recueillir des informations allant dans le sens de leurs graves accusations. Un rapport est même promis dans la foulée dans cette mission de terrain. Mais depuis cette visite, l'opinion publique n'a toujours pas pris connaissance du fameux rapport qui demeure aujourd'hui nuageux. Ce qui fait dire à certains internautes que la montagne a accouché d'une souris. En effet, selon ces analystes, si le rapport tarde à sortir, c'est pour une raison simple. Après toutes les gymnastiques opérées par les acteurs de la société civile qui se sont rendus sur le site de Tamou, aucun élément probant n'est venu conforter la position des 10 acteurs par rapport à ces événements. Selon toujours l'analyste, les témoignages recueillis par les acteurs de la société civile ne permettent pas d'étayer la thèse d'un massacre commis par les FDS. Aucune autre tombe, aucune plainte d'une quelconque famille ne permettrait de conclure qu'en lieu et place des terroristes, les FDS aient massacré des civils. Et pour l'hebdomadaire nigérien d'information et de réflexion générale, l'actualité dans son numéro 683 du 21 au 27 novembre 2022, écrit en grand titre « Sommet de l'OIF à Djerba, la francophonie des malaises ». L'actualité développe plus loin par rapport à ce grand titre à la lumière de l'aventure du franc CFA et de l'indisponibilité pour les pays concernés de se défaire face au veto français, à la lumière de ces démocraties torpillées que l'on trouve sur les espaces francophones africains, à la lumière du retard qu'accusent les pays francophones africains par rapport aux autres continents malgré leurs immenses ressources, à la lumière de nos indépendances contrôlées, dépendantes, à la lumière encore du jeu trouble et troublant de la France dans la politique intérieure des États et notamment dans leur gestion politique, à la lumière enfin de l'intrusion douteuse de la France dans la lutte antiterroriste téléportée au Sahel quand pour se justifier rien n'explique qu'un terrorisme se délocalise au Sahel, n'ayant aucune revendication officielle pour fonder ces attaques meurtrières et surtout quand occupant militairement des espaces du continent de cette France guerrière ne peut avoir des résultats, l'espace francophone, faut-il le reconnaître, ne peut que vivre les malaises qui le traversent aujourd'hui. La France ne peut se rendre compte qu'en regardant l'Afrique aujourd'hui, si ce n'est le pays de la corne de l'Afrique, tous sont de tradition francophone. Et donc ceux qui peuvent se revendiquer de son héritage colonial, qui n'a laissé que des pays pillés, déstructurés, difficiles à reconstruire. Mais cette France a une belle langue dans l'aventure et des plus belles aussi. Au contact des peuples et des cultures, le français s'est fécondé, métissé au point d'en relever au monde se revendiquant d'un label de la francophone, à savoir la diversité, une multitude de français parlés dans les 4 coins du monde, souvent rappropriés par la création artistique, notamment la littérature qui n'a plus le complexe et de pudeur grammaticale à s'en servir pour produire des chefs-d'œuvre et sans que la France puriste n'ait plus que honte pour croire à un rabaissement d'une langue qui n'est plus la sienne pour être sa seule gardienne. La langue française a aussi donné à la France un instrument au service de son influence et de son émergence dans le monde. La francophonie, elle a fait son bon bout de chemin jusqu'à ce que la France, débordée, ne peut plus s'en préoccuper de la progression de la langue dans le monde, manquant de moyens de soutenir sa promotion et son l'enseignement à travers le monde, ce qui, depuis des systèmes éducatifs dans bien d'États, sont en faillite avec une baisse de niveau qu'on ne cesse de décrier.
Elle compte à son actif plusieurs sommets qui ont célébré sa promotion dans le monde comme instrument géopolitique important qui permet à un autre monde par sa langue et son étendue géographique de s'affirmer, de s'imposer comme une voix qui compte. Et pour le quotidien nigérien d'information, l'enquêteur dans son numéro 2881 du vendredi 25 novembre 2022 écrit en grand titre sécurité présidentielle, la sécurité de Bazoum Mohamed en question. L'enquêteur développe plus loin, le chef d'État s'accommode-t-il réellement de la garde pétrolienne qu'il a héritée de son prédécesseur sous les apparences d'un statu quo pleinement accepté de toute discrétion? Bazoum Mohamed ne tenterait-il pas de reprendre les choses en main? Si oui, que cache ce désir d'émancipation? L'enquêteur écrit également: le général Abdourahmane Tiani est inamovible, tel est le refrain sans cesse étonné par ceux qui évoquent l'incapacité du président de la République à remanier sa garde prétorienne. 19 mois après sa prise de fonction, la sécurité de Bazoum Mohamed repose encore et toujours sur presque l'équipe dont s'est servi Issoufou Mahamadou durant ces 2 mandats. C'est bien connu que sous nos tropiques, les chefs d'État sont constamment en proie à une hantise sécuritaire inouïe. Bazoum Mohamed échappe-t-il à cette peur panique? S'interroge l'enquêteur. Certains dans la main pensaient alors pouvoir usurper le pouvoir par la force, mais je crois que leurs échecs successifs ont fait que notre armée, plus personne ne songe à ce genre d'aventure, a répondu le président de la République à une question en lien avec la tentative de coup d'État déjouée 48 heures avant son investiture. Bazoum Mohamed tente-t-il de se démarquer de son prédécesseur, lequel s'est intoxiqué par la paranoïa? Une chose est sûre, l'efficacité du dispositif en matière de sécurité préoccupe les régimes africains, y compris celui de Bazoum Mohamed. L'enquêteur écrit également: c'est un secret de polichinelle, les autorités algériennes ont des atomes crochus avec les chefs d'État du Niger. Le 1er mars 2021, le président algérien Abdel Majid a accordé une interview à la chaîne nationale de son pays s'exprimant sur la situation politique au Niger marquée par des vives tensions post-électorales. Les dirigeants algériens ont clairement dit: nous étions les premiers pays à avoir envoyé une mise en garde à la rue à Niamey qui refuse l'élection de Bazoum. Ces propos ouvertement injonctifs ont suscité une vague d'indignation au Niger, notamment dans le rang de l'opposition politique et de la société civile. Cela ne fait aucun doute, Bazoum Mohamed ne peut compter que sous le soutien d'Alger. C'est ainsi, dès les premiers mois de l'investiture du nouveau président nigérien, plusieurs agents de sa sécurité rapprochés ont été acheminés en Algérie pour une formation. Alger ne s'est pas arrêté là dans son soutien affiché à l'endroit de Bazoum Mohamed, prétextant l'absence d'une partie de matériel de la garde présidentielle, notamment les fameux chars visibles à l'occasion de toutes les sorties du chef de l'État. Le régime en place en a fait appel à l'Algérie. Et enfin, pour l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion, le Courrier dans son numéro 7356 du jeudi 24 novembre 2022 écrit en grand titre: l'amateurisme dans certaines prises de décision, le Conseil d'État inflige un camouflet judiciaire au gouvernement. Point d'exclamation. Le Courrier développe plus loin. On se rappelle qu'il y a quelques jours, la presse nigérienne se rendait compte d'une décision unique prise par le ministre de la Santé publique, au moyen de laquelle il fermait quelques instituts de santé sous le motif fallacieux qu'ils n'auraient pas de plateau technique dans les localités où elles mènent leur activité. Personne ne pouvait comprendre une telle mesure, quand la faute, si c'en est, incombe plus à sa responsabilité de ministre qu'à des fondateurs qui, se fondant sur des textes de la République, ont soumis des dossiers qui avaient autorisé à ouvrir leur établissement dans différentes localités du pays, sans que jamais le ministère de la Santé, qui ne saurait ignorer les textes et qui autorisait à ouvrir les établissements, n'ait une seule fois invoqué une fallacieuse raison de plateau technique pour refuser d'autoriser l'ouverture de ces écoles. Pourquoi donc il a fallu attendre plusieurs années après pour que le monsieur
Idi Iliassou Menassara, Curio Colombo de nouveau, quand fouine pour trouver une curieuse idée de plateau technique pour poser ce acte qui ne peut être compromis des personnes au Niger. Comme ailleurs, alors même qu'il est incapable de clarifier cette affaire de matelas, une place à 400 000 francs CFA, tasse de café à plus de 120 000 francs, à vouloir chercher à prouver des poux sur la tête d'un autre. N'est-ce pas plus sérieux de raser la sienne pour se mettre à l'abri du soupçon, s'interroge le courrier. Quand on veut défier les autres, il faut d'abord être un modèle. Après des démarches administratives de la part des fondateurs concernés cherchant pour préserver des bonnes relations de partenariat avec le ministère de la Santé, ils butèrent contre un mur rigide avant que, peut-être par d'autres dans le système, ne le conseillent sur l'irrégularité de la mesure unilatérale qui cause plus de problèmes qu'elle n'en règle, étant entendu que nulle part l'on ne peut mettre en cause la qualité de la formation de ces écoles, encore moins de leur reprocher un défaut d'outils pédagogiques pour la formation dans un tel domaine complexe. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de la presse de cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.